Bienvenue dans le JT du Yaoi, le seul journal télévisé uniquement, gratuitement, intégralement disponible sur YouTube. Je m'appelle Tepralinus et aujourd'hui je ne suis accompagné que de Nico. Salut tout le monde! Mais Rutil nous rejoindra plus tard dans l'émission. Mais d'abord, le Yaoi, qu'est-ce que c'est? Eh bien, dans le cadre de ce JT, cela concernera l'ensemble des fictions érotiques et ou romantiques mettant en scène des hommes homosexuels, mais produites majoritairement par et à destination des femmes. Petit quiz pour voir si vous avez retenu. Si un extraterrestre aux oreilles pointues se bat de façon homo-érotique avec son meilleur ami capitaine de vaisseau pour le plaisir des yeux des fangirls, est-ce que c'est du yaoi? Yaoi! Très bien. Si deux amis d'enfance un peu crétins se sentent troublés l'un par l'autre mais sont bien incapables de se rendre compte que le sentiment est de toute évidence partagé pour le plaisir des yeux des fangirls, est-ce que c'est du yaoi? Yaoi! Très bien. Alors on est parti. Ce n'est que la 3e émission, mais c'est déjà une émission un peu spéciale puisqu'elle a un mois de retard et sera light. La grève nous a privés de la présence délicieuse de Rutil, mais nous savons également que grâce à elle, de nombreux jeunes LGBT ont été privés d'un Noël de merde dans une famille homophobe. Merci la grève. Au sommaire de cette 3e émission entièrement dépourvue de bonnes résolutions, on fait le bilan. Déjà le bilan de l'année 2019 et puis le bilan de la décennie puisque nous entrons dans les années 2020. Tout d'abord, nous ferons un petit bilan 2019 avec Nico, successivement dans nos chroniques de Nico et nos chroniques indé, avec un top 5 des titres sortis en 2019. Ensuite, nous irons voir Rutil qui nous parlera de ses coups de cœur de la décennie passée. Ce petit retour en arrière nous permettra d'ouvrir une discussion avec Nico, un débat yaoi sur ce qui a changé entre 2010 et 2019, dans la décennie passée, dans le yaoi en France. Rutil reviendra ensuite avec la chronique irremplaçable et qu'on ne pouvait évidemment pas sauter. De mon temps, on appelait ça un lemon. Et enfin, Nico partagera avec vous ses news yaoi pour bien commencer l'année. Comme vous pouvez le constater, le programme est light, mais on n'a toujours pas le temps de niaiser, et on retrouve tout de suite Nico avec ses coups de cœur BL de 2019. Quels ont été les meilleurs boys love en France en 2019? Alors évidemment, il y en a bien plus que ceux que je vais présenter ici, et d'ailleurs vous pouvez retrouver une liste elle-même non exhaustive sur mon blog yaoicast.fr, mais en tout cas voici ceux que j'ai retenus pour cette émission. On commence avec Life. Life, c'est un one-shot, vraiment une excellente surprise de l'année 2019. Le récit se concentre sur toute la vie d'un couple. Cela veut dire qu'on va les suivre de leur rencontre à l'adolescence à peu près jusqu'à la fin de leur vie. Donc on les voit vieux, ce qui est très rare dans les mangas Boys Love. Et surtout on va pouvoir suivre toute l'évolution et tous les temps forts en fait de leur couple. Toute la vie tient dans ces 200 pages et ce n'est à aucun moment dérangeant. La mangaka maîtrise parfaitement son récit et on est extrêmement attaché aux personnages que l'on suit tout au long de leur vie. Second manga que j'ai retenu pour ce Top Boys Love 2019, c'est My Rumspringa. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Eh bien, Rumspringa, en fait, c'est lié à la culture Amish. Alors les Amish, c'est une communauté qui vit un peu en dehors de la société aux États-Unis, sans électricité, voilà, de manière un petit peu rustique, dirons-nous. Et donc le Rumspringa consiste en fait à laisser les jeunes Amish qui le souhaitent découvrir en fait, la société, tout ce qui se passe en dehors de la communauté Amish. Le but étant évidemment qu'ils reviennent dans la communauté à la fin de leur Rumspringa. Mais ce n'est pas exactement ce qui va se passer. Le jeune Amish qui part à la découverte de la société américaine va tomber sur un New-Yorkais qui est exilé dans une campagne américaine dans les années 80, et donc ces deux-là vont se rencontrer et l'alchimie va être plus forte que tout et ils vont vouloir rester ensemble, et donc cela signifie pour le jeune Amish quitter sa communauté. Donc vous le voyez, c'est un peu une sorte de Roméo et Juliette mais version Amish, version années 80 et version Boys Love, tant d'arguments qui pourront vous convaincre de lire My Rumspringa. Ça a l'air sympa avec le pitch, là, genre ok. Et en fait, c'est tout un subgenre aux États-Unis, mais ça m'a choqué que ce soit transféré dans des boys love, parce qu'il y a plein de romances qui sortent sur les Amish. Mais c'est Jap en plus. Ouais, c'est Jap, donc c'est ça qui est dingue, tu vois. Déjà, tu sais, tout le monde sait passé quoi à Amish, genre. C'est clair. Et eux ils se disent, je vais rendre ça gay, tu vois, genre. Évidemment. De toute façon, il y a un gros potentiel politique dans tout ce qui est religieux, de toute façon. Oui, grave. Les prêtres. Ouais. La robe de bure, pardon.
Donc troisième titre que j'avais envie d'évoquer parce qu'il m'a beaucoup marqué en 2019, c'est Smells Like Green Spirit. Donc c'est une série terminée en 2 tomes qui là pour le coup est beaucoup moins happy entre guillemets que les 2 précédents titres que j'ai présentés, mais qui est malgré tout extrêmement important et intéressant et divertissant. On est ici dans une campagne japonaise où un jeune lycéen se fait harceler par ses camarades pour sa supposée homosexualité. Et en fait, il va s'avérer que le meneur de troupe de cette bande de jeunes homophobes eh bien, va se questionner lui-même en fait, en se rapprochant de la victime, du jeune qu'il harcèle. Donc ce qui est intéressant avec ce manga, vous l'aurez deviné, c'est qu'il a vraiment un ton réaliste et c'est abordé avec une vraie justesse par la mangaka. On a des thématiques bien telles que le harcèlement scolaire ou encore le coming out qui sont évoqués, ou le fait eh bien, de vivre de manière différente au sein d'une campagne complètement reculée où quelque part les commérages vont bon train. Il faut apprécier ce genre d'œuvre et ne pas être trop sensible sur des thématiques de violence et de harcèlement, mais il y a aussi des notes d'espoir, il y a des choses qui se passent bien, il faut les prendre en compte aussi, et surtout c'est un manga qui vraiment va vous toucher au plus profond de votre cœur. De votre cœur. Oui, parce qu'au plus profond, tout de suite, on imagine autre chose, quoi. J'ai même pas imaginé. On change totalement de registre pour partir sur des mangas boys love d'un genre qu'on n'avait pas eu jusque-là en France, c'est des mangas boys love horrifiques. Et nos chers éditeurs français n'ont pas fait les choses à moitié puisqu'on a eu 2 mangas au mois de juillet qui sont sortis de ce genre-là horrifique. On a Matka chez Taifu Comics et Heartless chez Boys Love IDP. Donc dans les 2 cas, on a des personnages qui sont des démons, donc l'un qui vit plutôt dans une espèce d'au-delà dans Matka, alors que l'autre vit sur Terre et dévore les tripes des chasseurs qui ont le malheur de passer dans la forêt dans laquelle ils demeurent. Et donc dans les 2 cas, c'est vraiment pour public averti parce que on a vraiment des graphiquement, c'est très horrifique. C'est-à-dire que dans Heartless, on a littéralement le démon qui dévore des tripes et on le voit dévorer les tripes, les sortir du corps de ses victimes. Et dans Matka, on a également une thématique de cannibalisme en fait, puisque le jeune humain qui va devenir démon, à la base, lutte contre cette envie de cannibalisme et de dévorer de la chair. Faut aimer ça, mais en tout cas, on a un style graphique très beau, très différent l'un et l'autre. Sur Heartless, on est plus sur un style graphique assez réaliste, là où sur Matka, on est plus dans un univers imaginaire, mais dans les 2 cas, c'est juste magnifique. Alors Heartless, c'est un one-shot, et Matka, on attend impatiemment le volume 2, en espérant qu'il sortira en 2020. Et pour finir ce top 2019, finissons eh bien, sur une touche un peu plus légère avec Mon voisin le Fudanshi, vraiment le manga que j'ai trouvé le plus drôle en 2019, tout simplement parce que eh bien, on s'y retrouve énormément dedans en tant que fan de Boys Love. La mangaka s'amuse énormément de tout en fait, ce qui fait un petit peu la communauté Boys Love, donc c'est-à-dire que ici on va suivre un Fudanshi qui va eh bien, en fait, avoir une relation avec son voisin qui lui n'est pas du tout spécialement branché manga et encore moins manga Boys Love, mais il est homosexuel et il a également des sentiments donc pour son cher Fudanshi. Et donc on va suivre les aventures de ces deux jeunes hommes, et ce qui est assez drôle du coup c'est de découvrir bien, toutes les situations dans lesquelles le Fudanshi imagine des relations entre des personnes de son entourage, ou se bat avec ses amis pour savoir quel ship est le meilleur. Enfin voilà, toutes ces choses là qui font de nous des fans de Boys Love, et bien on les retrouve dans Mon voisin le Fudanshi, et la mangaka s'en amuse avec beaucoup de brio. Et elle n'en oublie pas pour autant l'aspect romantique de son manga, puisque eh bien, il y a aussi des problématiques qui vont se poser au sein du couple entre le Fudanshi et son voisin. Bref, c'est Mon voisin le Fudanshi, il y a déjà 3 tomes qui sont sortis en France, c'est vraiment une bonne tranche de rigolade comme on dit, et c'est également une belle romance, donc je vous le conseille vraiment si vous n'y êtes pas encore mis. Merci Nico, et je prends à présent ta place à la tribune pour parler de mes coups de cœur indé 2019. Il a été très cruel pour moi de faire un top 5, seulement 5 de BD indé sortis en 2019. Et j'ai le regret de vous annoncer que la majorité des titres qui m'ont marqué et qui se retrouvent dans ce top 5 sont en anglais. Je suis vraiment désolée, mais il fallait que je sois honnête avec moi-même, c'était vraiment mes préférés.
On démarre avec Train Boys de Cass Mooney ou Pocket Hole, c'est pas sur la couverture. C'est un one-shot très intéressant en anglais et je ne crois pas que la BD soit disponible en publication en ligne, ça a pu changer entre temps. Je vous indiquerai les liens si c'est le cas et les liens où acheter cette BD si vous pouvez la trouver. C'est l'histoire de deux jeunes vagabonds qui traversent les États-Unis en prenant des trains mais de façon illégale, c'est-à-dire qu'ils grimpent sur des trains de marchandises. On sait que les transports en commun aux États-Unis, il y a eu un gros crash, enfin il n'y en a quasiment plus à part pour les marchandises et il y a toute une culture en fait de gens qui se déplacent par ces trains qui traversent le pays comme ça, qui échangent des signes et toute cette culture est présentée dans le manga en plus, donc dans la BD, qui a un graphisme très manga, donc j'ai dit manga, en plus du développement de la relation des deux personnages qui est très bien faite. On sent qu'ils se connaissent pas, que c'est quelque chose d'éphémère, de temporaire et en même temps il y a beaucoup de poésie dans cette rencontre, dans les petites choses sur l'un et l'autre qu'ils échangent, qu'ils découvrent sur leur vie respective, sur leurs envies et il y a ce cadre que j'ai trouvé extrêmement rafraîchissant. C'est bien écrit, c'est bien rythmé, il y a de l'action parce qu'ils se font poursuivre entre les trains, il y a du cul, très consensuel, très sympa. J'ai vraiment adoré ce titre. En tout cas, la couverture est vraiment magnifique. Elle est trop belle, hein. Rien que ça, c'est en couleur à l'intérieur? Non, c'est en noir et blanc. Ouais, comme d'habitude, mais c'est quand même... Il est ouf ce titre. Ça a quand même l'air effectivement très joli quoi. J'en avais déjà parlé et j'ai oublié de vous ramener le tome 2, mais mon deuxième coup de cœur BD 1D type yaoi cette année, c'est Letters for Lucario et non Lucario qui est un Pokémon. C'était dans la première émission, je vous refais un topo vite fait quand même, c'est l'histoire d'amour entre un vampire immortel, donc un très beau jeune homme, et d'apparence de jeune homme, et un vieil homme. Et donc leur relation dans le tome 2 devient plus dramatique, c'est extrêmement touchant, on a un couple donc où on fait face à la maladie, à la mort. Le dessin est très agréable, il y a des scènes de cul super naturelles, super touchantes. On sent l'intimité des deux personnages et une des originalités de ces scènes de cul, c'est évidemment de voir un personnage vieux, ce qu'on ne trouve, pour ainsi dire, jamais dans les BL, ou alors dans les mangas ils font des faux vieux, vous savez, avec juste les deux petites rides là, mais en vrai ils ont des corps de jeunes hommes. Donc voilà, je continue à recommander Letters for Lucario, que vous pouvez trouver non pas disponible à la lecture gratuitement en ligne, mais vous pouvez très facilement l'acheter, il est sur toutes les grandes plateformes. Même dans les baras, ils font jamais des mecs vieux, hein. Alors qu'ils aiment bien les mecs un peu âgés, un peu chub, mais ils ont... T'as des des quarantenaires, daddies, quoi. genre voilà, Ouais, t'as des daddies de 40 ans, Des mais quarantaires des frais en plus vieux, quoi, tu vois, genre pas dégarnis et tout. Troisième titre pour cette sélection indé, je guettais un instant pour vous en parler dans cette émission, je me disais peut-être on fera un thème printemps avec les plantes, tout ça, c'est Finding Home de Harry Conner. Je parle de plantes parce que ça se passe dans un univers un peu fantasy et en fait on suit le voyage de deux personnages principalement à travers des grandes forêts. Le dessin est magnifique, c'est tout en couleurs et les couleurs sont vraiment sublimes. Le cadre de fantasy est aussi très travaillé, on a vraiment un bon world building, ce qui est assez rare dans les séries un peu tournées sur la romance qui se passe dans ce genre de setup, parce que, eh bien, on se rend vite compte que ce qui compte, ce qui importe, c'est la relation, donc l'univers qui entoure les personnages, on s'en fiche. Et bien là, même si on se focalise vraiment sur la relation et sur la psychologie des deux personnages, l'univers est très cohérent, on sent qu'il est structuré, qu'il est bien pensé, et les environnements, comme je l'ai dit, sont magnifiques, magnifiquement dessinés. On a un style qui n'est pas forcément habituel pour du boys love, avec notamment des personnages qui ont des body types très différents. On a un très grand mec tout maigre et un petit mec gros, et c'est cool. Et en plus de ces innombrables qualités, ce titre aborde les thèmes du traumatisme de façon vraiment très subtile. On a un personnage qui a eu une relation passée qui l'a complètement brisé, qui a brisé sa faculté à nouer des liens avec les gens, qui le rend très méfiant, il a tout le temps des flashbacks, des PTSD, et c'est vraiment juste très bien fait, très bien écrit, sans emphase super dramatique, juste très beau. Les dialogues sont naturels, j'ai tout aimé, c'est vraiment un super titre, et ce qui est cool, c'est que vous pouvez le lire gratuitement en ligne, mais également vous procurer les exemplaires papier, ça je le sais, je vous mets tous les liens en description. Quatrième coup de cœur de ce top, la série Tripping Over You, dont le tome 5 est sorti en 2019, de Susanna Harcum et
Owen White. Cette série dure depuis pas mal de temps, mais j'ai découverte l'an dernier. Qu'est-ce que ça raconte? Pour le coup, c'est du pur slice of life, c'est juste du quotidien. On suit deux personnages qui sont des pensionnaires dans la même école au premier volume, et là ce sont deux jeunes adultes qui poursuivent leurs études et qui entament une vie de couple en s'installant ensemble, etc. Le fait qu'on les suive sur une aussi longue période, parce qu'en 5 volumes ils sont passés de lycéens à jeunes adultes, qu'ils ont changé d'environnement, qu'ils ont confronté leur famille, fait leur coming out, ça fait qu'on s'attache vraiment beaucoup à eux, on a l'impression de retrouver des copains, des potes en fait. Et ils ont notamment tout un groupe d'amis qui gravitent autour d'eux et dont on suit l'évolution également. La force de ce titre, parce que quelquefois je le suis, je le lâche, parce que je suis comme, il n'y a pas de suspense. Il n'y a pas de suspense, c'est juste la vie quotidienne, mais c'est vraiment son naturel. Tous les dialogues n'ont pas d'enjeu, mais en même temps ils sont vraiment amusants à lire, vraiment attachants. Le dessin est sympa. Le seul défaut de cette série, vraiment, c'est que là, dans ces volumes-là, on a l'histoire sans les scènes de cul qui ne sont disponibles que dans des PDF payants ou des petits volumes qu'on peut commander sur les sites des auteurices. Et moi je trouve que ces scènes de cul s'intégreraient très bien à la narration. Je pense qu'elles les ont supprimées pour faire un titre tout public et pour pouvoir le vendre à plus de gens, notamment à des jeunes LGBT. Voilà, à part ça s'apprécie quand même, mais on est frustré parce qu'on a plein de scènes de cul qui commencent mais qui n'aboutissent pas. C'est bon qu'elle soit payante à part en plus et que t'aies pas genre un code dans le bouquin pour le récupérer qui t'envoie vers une page qui Non, te je suis demande d'accord. si t'es plus 18, tu vois. Ce que t'as fait toi dans des... pas pour des scènes de cul, mais que t'as fait par exemple pour les Heroes Academy, t'avais du bonus sur internet, tu vois. Et ils pourraient le mettre avec cette fois-ci une barrière d'âge, parce que sinon t'as vraiment l'impression d'être sur Pornhub et que t'as pas l'accès premium, tu vois. Ouais, c'est ça. T'es là genre wesh... Ouais. À part ça, la BD est disponible en intégralité en ligne. Enfin, pas en intégralité, il manque les scènes de cul. Ah, c'est frustrant. C'est très frustrant. Mais ça veut dire que le titre est de qualité parce qu'on a envie d'en avoir plus. Voilà. Pour finir cette sélection, on va partir du très léger, du plot what plot, avec la seule BD francophone, mais en l'occurrence elle est muette, donc ça ne compte même pas le fait que ce soit français. Je vais vous parler donc de Sous la lune de Anouk BD. C'est une autrice québécoise qui fait pas mal de petits plot what plot, donc de petites BD de cul. Elle en a fait 3 avec les mêmes personnages entre 2017 et 2019. Et donc là, on a le 3e volet, Sous la lune, qui est vraiment un extraordinaire plot what plot. J'adore le trait d'Anouk. Je trouve qu'en muet, elle dessine l'intimité de façon extraordinaire. On sent que les personnages se connaissent, on sent qu'ils ont des habitudes, on sent qu'ils s'aiment. Et là, à chaque fois, elle trouve un petit gimmick pour ses BD. La première BD de cette série-là, c'était juste du slice of life, une scène de cul avec un personnage qui rentre du travail et qui fait des trucs avec son copain. Le deuxième avait une thématique un peu cosplay, ce que je trouvais assez amusant, et le troisième a vraiment quelque chose de super fort, c'est que les deux personnages, je vous spoil la chute, mais bon, ça s'apprécie quand même, jouent à un jeu de rôle, et donc ce sont leurs avatars, les personnages qui jouent, qui niquent. Et donc on les voit à la fin autour d'une table de jeu de rôle avec leurs potes, et qui sont un petit peu genre, mais qu'est-ce qui vient de se passer entre vous en fait? C'est vraiment très cute, j'ai trouvé la chute très forte. Je voulais spoiler, mais c'était aussi pour vous attirer vers ça. Et à part ça, le dessin est superbe, c'est tout court, c'est vraiment pas un titre d'ampleur et qui demande un engagement particulier par rapport aux autres, mais j'adore ce que fait Anouk et je veux en parler à la moindre occasion. Merci moi-même, c'est à présent à Rutil de nous présenter ses coups de cœur, non pas de 2019, mais de toute une décennie. Ça ne nous rajeunit pas. Bienvenue en 2020, nous sommes dans le turfu. Voici mon top du coup yaoi de la décennie. C'est quand même un facteur important, hein, les scènes de cul, je vais vous dire. Et alors que je dis que les scènes de cul sont un facteur, voici un yaoi qui n'en a pas du tout. Pour l'instant en tout cas, Ten Dance de Sato Inoue. Peut-être un préféré de pas mal de gens. Grosse tension sexuelle hyper bien gérée. Ça c'est un peu le yaoi s'il y a des gens qui connaissent pas du tout et qui ont pas envie de se prendre directement les bites dans la face. C'est pas mal comme introduction. Ça marche hyper bien même en tant que shonen en fait. Ça parle de danse de salon, sujet pas tant exploré que ça en yaoi. Avec le mec qui est très old school et conservateur et l'autre gars qui est un peu plus le fuego, la danse latino et tout ça. Et ça marche hyper bien. Grosse claque visuelle de speaker de Zaku. Du speaker, bah voilà, bon déjà, threesome, Yakuza, je suis là. Y a même pas tant de cul que ça, mais par contre,
visuellement, le style est tellement beau, l'ancrage est interstellaire, c'est absolument magnifique. La mise en scène aussi, moi en tant que BDaste, il y a des plans dedans qui me cassent la tête. Ça c'est le genre de yaoi qui pour moi change le game. Ça a une ambition un petit peu autre encore que l'histoire d'amour, ce qui est très bien, hein, c'est bien d'avoir des histoires d'amour, mais là on sent qu'on veut faire un petit peu, on essaie de se frotter un peu à de la politique, on essaie de se frotter un peu au milieu du crime, pas de façon complètement prétexte. Forcément, ouais, j'adore l'histoire de trois orphelins dont le destin se retrouve lié à tout jamais. Donc je vous recommande. Quatrième bouquin. Top 3 maintenant. Pardon pour le cri. Pornographeur de Maki Marukido. Donc comme je disais, j'aime bien les trucs qui sont un peu développés psychologiquement. Ça c'est la crème de la crème. J'adore les personnages qui ont un peu des agendas cachés, qui ont un peu des intentions troubles. Là c'est hyper bien traité. C'est une histoire simple mais qui sait quand même distiller ses rebondissements au fur et à mesure. Donc scénaristiquement, pour moi ça se tient très bien, la construction du truc est géniale. Et quelque part, ouais, c'est pas la scène de cul est limite anecdotique en fin de tome. Si vous aimez écrire de l'érotisme ou si vous aimez en lire, il y a une sensualité, ça déborde de sensualité, mais pour le mot, en fait, pour le fantasme, pour l'érotisme, mais dans l'écrit, et c'est extrêmement élégant, extrêmement fin. Donc pornographeur, c'est hyper bien. Pareil, le genre de truc que vous pourrez filer aussi à des gens qui connaissent pas du tout l'yaoi. Ça c'est balèze. Pour mes deux derniers, j'ai longuement hésité. Il y en a un qui est dans le genre change le game, et il y en a un qui émotionnellement me parle le plus. Donc j'ai mis en premier celui qui émotionnellement me parle le plus, mais ce qui a quand même énormément changé le game, c'est Madoka de Ryo Suzuri. Alors, faut savoir que j'écris des fanfics, j'aime bien écrire des kinks que même moi j'ai pas, en fait, auxquels je ne souscris pas nécessairement, mais j'aime bien les mettre en scène et les faire passer de façon qui semble logique et humaine en fait, et j'adore recevoir des commentaires qui disent normalement c'est pas mon kink mais ça j'ai aimé. Alors ça j'adore, j'ai un côté un peu sado, n'est-ce pas. Là en l'occurrence c'est du gouro, enfin il y a une grosse partie gouro d'avalage de tripes et tout ça. Là pour le coup c'est pas du tout mon kink, j'ai pas aimé en lisant ça, mais ça a quand même réussi à me faire passer pas mal de concepts, et déjà cette scène d'entrée d'avalage de tripes. Tout le reste qui est très dark fantasy, je m'y attendais pas. Hein. Dark fantasy, hiérarchie de démons, pareil, une espèce d'attachement aux mots, aux noms, etc. Un truc autour de l'onomastique qui est hyper intéressante. On sent aussi un peu de manipulation, on sent aussi un peu d'éléments psychologiques troubles aussi. Donc ça, on s'y attend pas, mais on sent que ça a plus de souffle, effectivement. Donc je l'ai mis en position 2 aussi parce que c'est une série, on n'a pas encore le tome 2, il vient bientôt, mais j'attends de voir où ça va. En attendant, c'est extraordinairement prometteur, et là aussi je pense que ça change complètement le game. Le style, c'est probablement le truc le plus beau que j'ai lu. C'est magnifique, c'est vraiment très très beau. Pareil, les plans sont incroyables, l'ancrage magnifique, le style de dessin très enlevé, très élégant, un truc qu'on retrouverait même pas effectivement dans du manga de tous les jours, quoi. Donc c'est on sent qu'il y a un soin sans précédent qui a été apporté à la dimension artistique de ce manga. Et pour moi, et pareil, avec une volonté de faire du world building, un truc qui dépasse un peu juste le ghetto du yaoi. Donc j'espère sincèrement que ça va amener une ère nouvelle, mais en attendant c'est hyper bien, c'est très conclusif comme expérience. Et en tout premier, pour moi, Yatamomo la grande Harada. Là aussi je pense que chacun aura dans son top au moins un Harada, parce que c'est quand même une autrice extraordinaire. Donc quand je disais voilà, psychologie fine, elle part pareil d'une histoire qui est quand même assez basique, un grand gars très excité, un petit gars qui est une slut. On se dirait pas que cette histoire a tellement plus de souffle que ça. Néanmoins, c'est probablement un des yaoi avec la psychologie la plus développée que j'ai vue, ou avec des personnages extrêmement attachants.
Et surtout, il y a une scène où, bah voilà, enfin, il y a des trucs un peu prétextes de oh là là, j'ai été violée quand j'étais petit. C'est toujours un truc qui revient dans les yaoi, comme blessure secrète profonde du passé, c'est toujours assez maltraité. Là, je trouve en l'occurrence qu'il y a un côté un petit peu exagéré, mais néanmoins, on part quand même de la dimension sociale du truc, ce qui est très étonnant. Et par ailleurs, quand le héros confronte sa mère, il y a une scène où il confronte sa mère, ça dure que quelques pages, que quelques cases. C'est un des trucs les plus coups de poing que j'ai lu, probablement. C'est psychologiquement pesant, ça m'a foutu vraiment une claque. Et donc voilà, de découvrir que ces personnages soient un petit peu plus fins, un petit peu plus fouillés que ça n'en donnait l'impression de prime abord, hein. Ça m'a vraiment beaucoup plu, c'est sans doute un des yaoi que j'ai le plus relu. Yatamomo, c'est vachement bien, mangez-en. Une histoire simple mais qui a du cœur au ventre. Voilà, donc top 1, yaoi de la décennie, Yatamomo. Merci Rutil. À présent, discutons. Nico, si tu le veux bien, faisons le bilan d'une décennie riche en bouleversements dans le paysage yaoi français. On se retrouve donc à seulement 2, hélas Rutil, tu nous manques, pour discuter un petit peu de cette décennie yaoi, de ce qui a changé, de ce qui a évolué. Je vais pas faire un tour de table parce que ça va juste être un espèce de frisbee de table qui va me revenir dans la gueule. Et j'invite Radek qui nous aide à participer hors champ si il souhaite commenter pour animer un petit peu notre discussion. C'est ça, jamais à l'écran mais toujours dans votre cœur. C'est ça. C'est très bien dit. Moi, l'évolution que je vois entre 2010 et 2020, en fait, donc je me suis un peu amusé à regarder les titres, moi, qui m'avaient marqué année par année sur toute la décennie. Donc ce que j'ai observé, c'est qu'en gros, entre 2010 et 2012, tu avais en gros 2 éditeurs qui dominaient le marché, qui étaient Asuka et Taifu Comics, avec des lignes éditoriales assez différentes. C'est-à-dire que Asuka a vraiment sorti les best-sellers japonais, donc qui étaient extrêmement attendus en France, Viewfinder, Jojo Romantica notamment. Ouais. Là où Taifu Comics proposait des autrices qui certes étaient déjà lues en scan, etc., mais qui n'avaient pas la portée des best-sellers qui étaient Viewfinder ou Junjo Romantica. Donc ça a été à peu près de 2010 à 2012. Et ensuite, Asuka a arrêté de sortir des nouveaux titres, des nouvelles séries. Donc il y en avait un peu que Taifu Comics et un tout petit peu Tonkam, mais qui sortait essentiellement du Pyoko Chitose. Donc voilà. C'est qui a fait quoi donc? Oh, tu ne connais pas Pyoko Chitose. Ça a l'air d'être tristement célèbre. Ah oui, bah elle pourrait finir dans les chroniques de Rutil, parce qu'au niveau du style, on est pas loin avec le côté visage anguleux, corps disproportionné, etc. Je vais googler ça. Donc Tonkam nous a abreuvé de ça sur une très courte période. Heureusement, ils se sont rattrapés avec des titres un petit peu mieux, mais toujours sur une très courte période. Tonkam, c'est quand même le premier éditeur français à avoir publié du yaoi en France. Donc c'était vraiment le dinosaure qui s'est vraiment éteint au début au début du coup des années 2010. Et ensuite, t'as Asuka qui s'est éteint un petit peu après, si tu m'as dit. Oui, à peu près sur la même période. Enfin, disons que Asuka a continué à sortir des titres yaoi, mais pas des nouvelles séries, pas des nouveautés. Ah, ici. Et Taifu qui avait commencé avec Gravitation, du coup milieu 2000, qui est le seul survivant de ces années-là, de cette période, le vétéran. Ouais. Et du coup, si tu poursuis donc du coup on a un espèce de creux du fait de cette déclinaison de Asuka et de Tonkam. On a un espèce de creux entre 2013 et 2015 où on avait des titres très sympas mais beaucoup moins nombreux que les années précédentes. Et on commençait un petit peu à tourner en rond, donc avec Asuka qui continuait à sortir les suites de séries qu'on avait appréciées au tout début des années 2010, donc on tournait un petit peu en rond. Et heureusement, Boys Love IDP
sur ses débuts, a quand même sorti beaucoup de titres qui étaient pas forcément les plus quali, Boys Love qui ont IDP, pas ils été ont, ceux qui nous ont le plus marqué. Ils ont acheté un catalogue entier, du coup il n'y avait pas Exactement. de sélection je crois, du coup c'était genre pouah, C'est ils ont ça, tout sorti, et on était abreuvés de titres, mais qui n'étaient pas forcément les plus marquants. avec de magnifiques petits goodies Exactement. et beaux mugs de Boys Love IDP. Je ferai un petit zoom là pour bien voir le logo. Ah oui, il faut le voir, hein, il faut le voir. Mais en plus là pour le coup c'est une pote qui a qui était là au début de Boys Love IDP qui s'est abonnée tout de suite, qui avait toute leur box et je lui ai dit oh passe-moi un des mugs et elle m'a donné celui qu'elle aimait pas donc j'ai le plus moche Sympa, de chaque sympa. Hein. Et donc justement, à peu près quand Boys Love IDP a commencé à évoluer, donc en changeant par exemple son logo et en lançant la collection qui s'appelle Hana, ouais. c'est là qu'on a commencé à avoir des titres un peu différents de tout ce qu'on avait pu avoir avant. 2016, alors je vous invite à vous replonger dans les titres de 2016 parce que c'est vraiment l'année où on a été abreuvé d'excellents titres. C'est là que sont sortis les premiers tomes de Hidamariga Kikoeru, de l'étranger de la plage, alors pas chez Boys Love IDP mais chez Taifu Comics, c'est là qu'est sorti le premier tome de Given. Enfin vraiment l'année 2016 ça a été une année fleuve et je pense qu'un très bon cru et c'est un peu ce qui a permis je pense de relancer le marché et l'intérêt pour le marché et surtout d'élargir le lectorat. Moi je rencontre beaucoup de lecteurs et de lectrices qui se sont mis au Boys Love autour de ces années-là parce qu'il y avait du bruit positif autour de ces nouvelles autrices qui elles par contre sont connues au Japon dès le début des années 2010 mais qui ont mis quelques années à arriver en France. Et donc depuis 2016 on assiste vraiment à une diversification du genre et avec des titres très variés dans des domaines très différents et surtout contrairement à ce qu'on a pu avoir donc, dans le creux de 2013-2015 on a quand même une très grande majorité de titres très qualitatifs. Ça peut nous sembler normal aujourd'hui mais ça n'a pas toujours été le cas. Ouais, moi j'ai commencé à faire mes tops en vidéo, mes tops yaoi, je crois en 2016 ou 2017 en tout cas, et j'ai tout de suite eu du mal à choisir, à me limiter à 10, ouais. Je faisais toujours des doubles numéros parce qu'il y en a beaucoup plus de 10 bons qui sortent quoi, par année. Du coup, quand tout le monde, à l'époque il y avait encore la légende noire du yaoi, c'est de la merde, c'est que du viol, et déjà au moment où je me suis vraiment plongée dans le fandom yaoi, donc vers ces années-là, c'était plus vrai en fait. En parallèle, pour ce qui s'est produit niveau indé, il y a quelque chose d'assez similaire qui s'est produit. La production indé, dans ce qui se retrouvait en fanzine yaoi, l'autoproduction yaoi en fait, a anticipé l'édition, c'est-à-dire qu'il y avait des recommandations de mangas qui n'étaient pas disponibles en France, des critiques de mangas pas disponibles en France, publiées dans des fanzines des fin 90, début 2000, et donc elles ont anticipé la publication de pas mal de titres, elles les ont attendus avant qu'ils sortent en fait, Tonkam s'est rendu compte de l'intérêt, Azuka aussi avec B-Boy, donc le magazine de prépublication yaoi, et oui, du coup, petit à petit, cette production de critiques et tout ça a transité vers Internet. Maintenant, c'est plus... toi, t'as démarré fin des années 2000 avec ouais, exactement, YaoiCast, ouais. D'un seul coup, il y a eu plein de blogs de recommandations, de groupes Facebook, et tout ça, ça a transité, en fait. Il y avait déjà des mailing lists avant, mais c'était moins... production indépendante a aussi explosé en fait en parallèle de l'édition. Là je vous ai mis pour illustrer la décennie quand même la production de Cloverdo sur la série Chocolat Noisette dont le 9e tome est sorti en 2019 et dont le premier tome est sorti, en tout cas le dépôt légal est en 2009. Donc on a une série indépendante française qui a 10 ans, 9 tomes, donc quasiment un par an, mais il y a eu une pause et il y a eu une époque où elle faisait plus de tomes que ça. Et vraiment Cloverdo c'est un des... je le dis avec toute la gentillesse, l'amour et la bienveillance, c'est un dinosaure du yaoi français, du yaoi made in France. Et ce qui est marrant, c'est que la série a tous les tropes qu'on trouvait dans les premiers yaoi publiés, le côté très comédie, plein de SD et tout ça. Et à garder cet esprit-là jusque dans les derniers tomes. Mais déjà, on avait la patte française où on était quand même sur un récit, un chouïa plus réaliste entre guillemets que ce qu'on pouvait avoir à cette époque-là. Moi, ce que je trouve typiquement français, c'est quand même que le mec rencontre son plan cul sur un forum où il s'embrouille pour de la politique, je crois. Donc c'était comme, non mais c'est tellement... Ouais, c'est vrai. Et oui, donc, et la production yaoi, on le voit...
pas amateur mais indépendante, a véritablement explosé. Je pense parce que les moyens se sont démocratisés. Il y a eu Pixar qui est arrivé, qui a permis d'imprimer des fanzines de qualité. Donc en général, le niveau a augmenté. Alors on a oublié d'en parler au moment de l'enregistrement parce qu'on avait eu une discussion en off sur le sujet. C'est le souci des discussions en off. On a oublié qu'on ne l'avait pas encore dit face caméra. Mais bref, il faut quand même mentionner la YCon, icône de Yaoi Events, dont la première édition s'est tenue en 2011 et dont la prochaine édition se tiendra en 2020. Ça a commencé à Lyon, ça s'est déplacé à Paris en 2016. Et c'est une convention dédiée aux homoromances, et en particulier au yaoi, c'est quand même le genre qui a le plus de succès, et ça permet une véritable émulation, des rencontres autour du yaoi, et aussi de se mettre en contact avec pas mal d'artistes européennes, parce qu'il y a des anglaises, il y a des allemandes, il y a des italiennes, il y a des portugaises, il y a des espagnoles. C'est vraiment cool de voir tout ce beau monde spécifiquement autour du yaoi, parce qu'on est un petit peu perdu à Japan Expo, même s'il y a beaucoup d'artistes yaoïstes. Et donc merci quand même à toute l'équipe de Yaoi Events, si vous nous regardez, si certaines personnes nous regardent, de permettre tout ça. C'est vraiment top et j'ai hâte de venir à la prochaine édition. Si j'arrive à choper un stand, ça va être la guerre. Du coup, pour conclure, je voulais revenir et peut-être même te poser la question à toi, Radek, sur votre ressenti personnel de cette décennie yaoi. Comment vous l'avez vu passer? Qu'est-ce qui a évolué pour vous? Comment vous y avez été confronté? Ça a grandi pour vous, etc. Et on va commencer par Nico. Moi, 2010, c'est quasiment ma découverte du yaoi. Je l'ai découvert avec la sortie du magazine de prépublication B-Boy français, donc en 2009, juillet 2009. Donc voilà, 2010 c'est la découverte et 2019 j'ai l'impression que c'est un peu l'aboutissement de toutes ces années de masse yaoi qu'on a pu avoir, donc avec des titres peut-être un petit peu moins marquants au début des années 2010 et une évolution qui va vraiment dans le bon sens, et ça se voit par ce que les gens disent du boys love, puisque aujourd'hui on dit un petit peu plus boys love, j'ai l'impression en tout cas. Donc voilà, l'évolution à la fois donc, du genre chez nous, et la bonne chose c'est que ça se ressent et que ça permet de recruter des nouveaux lecteurs, nouvelles lectrices, et donc je pense que le boys love a un bel avenir devant soi dans les années 2020, en tout cas je l'espère, et je pense que là ça va être vraiment la décennie de la conquête et d'essayer d'élargir encore, ouais exactement, on va essayer de convaincre autant de gens qu'il peut y avoir de fans de boys love au Japon, et au Japon aussi ils ont l'air décidés à développer encore plus le genre, puisque en 2020 on voit que par exemple il y a plein de films d'animation qui vont sortir en boys love, To Turn Bugs Never Fly, L'étranger de la plage, entre autres, et toujours des adaptations en film live, notamment Love Stage, qu'on verra dans les news. Tu parles comme un missionnaire. Mais c'est une mission de convertir et de convaincre les gens que tout le monde peut se retrouver dans le genre du boys love, tellement il est varié aujourd'hui, vraiment. Ma vision de moi de comment c'est développé ces dernières années, c'est particulier, c'est la raison pour laquelle je suis derrière la caméra et pas devant la caméra, c'est bêtement que moi j'en lis pas du yaoi, tu vois. Je sais pas, parce que je lis pas de manga, je veux dire là on est chez moi, vous voyez ma bibliothèque, il y a 2-3 séries sur les marches, mais c'est littéralement tout ce que j'ai en fait. Mais par contre, je consomme pas directement des homoromances, mais j'ai commencé à shipper moi dans les années 2010, après tout le monde, en découvrant ce que c'était. Moi c'est simple, le premier couple que j'ai shippé c'était Asami et Korra dans La Légende de Korra, c'est pour ça que malgré le... Et c'est pour ça qu'en plus moi j'ai vu ça se concrétiser, donc même si c'est archi light, que c'est vraiment que dans les comics que elles s'embrassent, que ça a été censuré de fou, que politiquement la série genre développe des trucs mais s'arrête trop tôt, ce qui fait que la conclusion est souvent très réactionnaire. C'est moi j'ai eu le plaisir, tu vois, dans la première œuvre où j'ai shippé des personnages, de voir le ship s'officialiser.
Et en fait, tu vois, c'est con, mais maintenant je me rends compte que dans tout ce que moi je consomme, qui du coup, moi je consomme pas spécifiquement d'homo-romance, j'adore quand il y en a dans ce que je consomme, mais je les vise pas spécialement parce que je vise pas directement la romance et malheureusement, dans les trucs un peu plus mainstream, bah il y en a pas. Mais par contre, je vois de plus en plus du shipping et c'est ouf de voir comment maintenant. Tu vois, je regarde un trailer de quelque chose que je regarde et tout, et que je vois que dans les commentaires, les gens se disent ah putain, les gens vont encore shipper. Ou les gens, mais tu vois, ils en parlent, et avant ils en parlaient juste pas. T'avais une niche qui le faisait, t'avais trois personnes qui le faisaient dans leur coin sur Tumblr, et que maintenant, tu vois, ils prennent tellement de place, ils font tellement de bruit et tout, parce qu'ils sont artistes, en fait, ils sont la patate maintenant, les fandoms, tu vois. Et que du coup, les autres en entendent parler, en fait, et je pense que c'est la vision que j'en ai eu moi, c'est-à-dire à commencer à shipper un peu avant 2015. Et de voir comment ça se développe de plus en plus après 2015. Vraiment, je trouve que 2015-2020, c'est là où... Enfin, dès que quelque chose sort, dès qu'une série télé sort, dès qu'un truc sort et tout, enfin... tu vois, les gens, ils y vont... Mais oui, les gens, ils sont là, genre... Mais ça, c'est la génération Z, là. Les 2000, c'est les 2000, mais c'est les meilleurs des 2000. Moi, je les adore, tu vois. Maintenant, dès qu'un truc sort, ils sont là, genre... Ah, c'est gay. Tu vois, non, mais c'est vrai, c'est trop ça, tu vois. Le moindre Marvel qui sort et tout, tu vois, le fandom de base... peut plus en parler sans se dire qu'il y a cet autre fandom qui est à côté et qui est un peu, enfin qui force ces trucs vu que les trucs ne sont pas représentés à l'intérieur, alors qu'avant juste j'en entendais pas parler quoi, tu vois, même si ça existait. J'avais écrit, c'est marrant, j'ai écrit un papier spécifiquement là-dessus par rapport à l'attaque des stands. Je vais pas développer, mais oui, le fait que maintenant on peut plus éviter ça, même si ça reste une zone de niche, effectivement les gens en prennent compte. Et le yaoi qui était un peu genre déjà quand j'étais ado au lycée, mais ça se savait dans les cercles de fanzineux en fait. Les gens étaient là, ah c'est les fans de yaoi, encore ces meufs bizarres qui viennent à Japan Expo et tout ça. C'était vraiment ce petit truc de meufs perverses qui était 20 à tout casser, qui faisait chier les vrais fans de manga, je sais pas quoi. Et puis maintenant, enfin, c'est juste, elles sont posées quoi. Enfin, aujourd'hui, elles ont pris leurs aises. le yaoi, le boys love est discuté au milieu de d'autres mangas. Enfin, je veux dire, avant c'était vraiment, il y a les fans de yaoi et de l'autre côté les fans de shonen, de shoujo, etc. C'est pour ça que quelque part, ouais, tu vois, les critiques du yaoi dont vous plaignez genre légitimement, c'est presque le revers de la médaille en fait mais c'est presque ça, tu vois, du fait que ça se démocratise et que du coup, tu sais, les gamins de maintenant qui se ramènent et qui ont leur truc un peu officiel, ils retombent là-dessus et ils voient les vieux trucs expérimentaux avec des dessins un peu moches, un peu bizarres, des relations dégueulasses. Comme quoi, qu'est-ce que c'est que ça? Mais non, mais justement, c'est pour ça que c'est vraiment trop cool de leur expliquer d'où ça vient et qu'ils comprennent la portée politique du truc, tu vois. Mais de l'autre côté, tu te dis, mais c'est peut-être effectivement un revers de la médaille, je sais pas. Non, mais oui, moi c'est ce que je disais. Ce que je pense, c'est. On est en. Ça s'ajuste là. Ça grossit, ça se réajuste et ça bouge en tout cas. Et bah du coup, je pense que ça va continuer à bouger dans les années 2020. Je suis pas très sûr si Disney continue de racheter tout l'entertainment en vrai, parce que ça se trouve, tu vois, en 2030, tu refais le JT du yaoi épisode je sais pas combien, tu sais, et que t'es là genre oui, alors ça fait donc 5 ans que Disney possède l'intégralité de la production artistique de la planète. Et c'est ainsi que se boucle ce débat. Vous le verrez en post-générique, je mettrai une petite scène, on a continué à discuter. Et j'ai pas pensé donc à enregistrer un message de ce type. Vous pourrez retrouver l'intégralité de ce débat yaoi sur ma chaîne YouTube, quelques jours après la publication du JT du yaoi. Et je crois que je l'ai dit juste après, n'hésitez pas à commenter, à nous partager vos souvenirs de la décennie passée, en termes de yaoi évidemment, à nous faire part de vos observations, de vos critiques sur ce qui se passe évidemment, tout nous intéresse. Et à présent, retrouvons Rutil qui va nous enchanter avec De mon temps, on appelait ça un lemon, une chronique qui n'aurait pas pu porter un meilleur titre vu le thème de cette émission. Ok, donc... Bonjour et bienvenue dans De mon temps, ça s'appelait un lemon, on appelait ça un lemon. Aujourd'hui, nous allons parler de... Une blague. Non. C'est en cohérence avec ce que t'as fait. Non. Assume tes responsabilités. Détends-toi, ça passera mieux.
Bon. C'est bon? Okane-ga-nai. J'ai défendu Z-Swai, j'ai défendu Viewfinder, et si on suit la logique du débat yaoi bien pensant, il y aura forcément un génie qui va me sortir l'as du volant, le point Godwin de ce genre de discussion. Oui, mais Okane-ga-nai. Okane-ga-nai. Bah oui, hein. Okane-ga-nai. Vas-y, porte ta croix, sale yaoïste de merde. Toi, qui de ton temps appelais ça un lemon. T'aimes le yaoi, tu défends les titres un peu cringy. Alors vas-y, défends Okane-ga-nai pour voir. Défends le dimorphisme sexuel abusé entre le sémé qui fait 3 mètres sur 20 et l'espèce de coton-tige aux yeux de phoque qui sert de hooké. Les yaoi hands, les yaoi hands. Tu défends les yaoi hands de Koji Nanjo, défends celle de Kano Somuku, le gars, pour voir, hein, défends ce gars-là. Ouh, ça reproduit les dynamiques hétéronormatives, ça, hein. Le sémé, c'est l'homme, le hooké, c'est la femme. Ouh, les vilaines Fujoshi, vous serez fouettés, vous serez tondus sur la place publique pour avoir été les catins de l'hétéropatriarcat. Mais foutez-moi la paix avec Okane-ga-nai. Je l'ai même pas lu, moi. Enfin, j'ai commencé puis j'ai arrêté. Et c'est que ça a eu beaucoup de succès, cette merde. 10 tomes. 10 tomes. Et une adaptation animée. Pour beaucoup de gamines, c'était sans doute même My First Yaoi. Elle découvrait cette histoire sulfureuse complètement naze d'un Christian Grey marque repère qui achète un étudiant et qui lui déduit du fric de sa dette à chaque coup de pine qu'il lui met. Ça les a introduits à un genre complètement nouveau et à partir de là, elle ne pouvait que lire de meilleurs titres et se construire une vraie culture yaoi. Personnellement, j'ai jamais vu l'attrait, j'ai jamais aimé cette série, sans doute parce que j'avais déjà plus 14 ans quand c'est sorti, mais on me demande, à moi, des décennies plus tard, de partager la très grande faute de mes plus jeunes sœurs yaoïstes pour avoir plébiscité ce truc nul à chier. Parce qu'évidemment, des décennies plus tard, c'est pas les fans d'Okane-ga-nai qui parlent d'Okane-ga-nai, mais les détracteurs du yaoi qui le brandissent en étendard pour couper court à toute conversation. Et est-ce que pour autant, je vais tourner le dos à celles qui ont jadis été jeunes et incultes? Est-ce que je vais les jeter sous les roues du proverbial bus pour m'en tirer moi avec ma réputation et mon bon goût intact? Ne vous inquiétez pas, chère fille pourrie de mon cœur. Mes épaules sont aussi larges et fortes que celles de Kano Somuku, le gars, et je vous aiderai, mes sœurs, à porter cette croix sur le mont Golgotha de votre honte. La célèbre citation du philosophe Terence, ça calme, hein, je suis homme et rien de ce qui est humain ne m'est étranger, tiré de sa pièce de théâtre Le bourreau de soi-même, signifie que si on accepte que le meilleur de l'humanité fasse partie de nous, il faut aussi en accepter le pire. L'être humain porte en lui le potentiel de marcher sur la lune ou de faire des abat-jours en peau d'autres êtres humains. Ainsi le sale, l'indigent, le monstrueux, le Okane-ga-nai ne saurait être rejeté hors de ce qu'on appelle l'humanité. En conclusion, si vous chantez les louanges de Scarlet Beriko et Ogeretsu Tanaka, et accueillez avec joie tous les excellents titres yaoi comme faisant partie de votre culture, mais que vous vous traînez aussi Okane-ga-nai dans votre passé obscur et inavouable, j'aimerais qu'on le dise tout ensemble. Et je vais le dire avec vous. Je suis yaoïste, et rien de ce qui est yaoi ne m'est étranger. Mais du coup, sinon, tu savais que c'était 2 mecs 6 qui l'avaient fait cette série? Sérieux? Ouais. C'est deux mecs 6 qui ont fait ça. Ouais. Non mais nique ça alors. Sans déconner. Non mais c'est bon. Enfin non mais du coup ça a rien à voir avec moi. Hein. Moi, j'assume pas ça du tout. J'en ai rien à foutre. Plus personne ne me parle d'Okane-ga-nai. C'est fini. Merci Rutil, c'était comme toujours absolument magique.
Maintenant, démarrons l'année en beauté avec les news yaoi de Nico. L'année 2020 sera-t-elle encore plus riche en yuri qu'en 2019 Taifu Comics a clairement décidé d'accélérer sur ce genre, et tant mieux. On a eu pas mal de nouveautés et de belles nouveautés en 2019. On commence avec un manga qui est déjà paru, là le 30 janvier, tout récemment. C'est Netsuzo Trap, un yuri un petit peu plus sexy que ce qu'on a eu l'habitude de lire, notamment en 2019, et qui a un scénario un peu plus léger, dirons-nous, puisque c'est l'histoire d'une lycéenne qui n'a pas encore sauté le pas avec son copain. Et donc, pour être sûre d'être au top avec son mec pour sa première fois, eh bien, elle décide de s'entraîner avec sa meilleure amie. Logique. Non, mais normal. Et donc, lors de ces fameux entraînements, elle va se rendre compte qu'en fait, l'amour avec une fille, c'est pas mal aussi. Et eh bien, c'est à peu près tout. C'est ce qu'on va suivre en fait dans ce manga yuri, donc qui est plus basé sur le côté sexy et sulfureux des personnages par rapport à un titre comme Octave qui a pu sortir en 2019. Mais c'est bien, le yuri c'est varié et il nous faut aussi cette variété en France. Sachez par ailleurs que si vous voulez avoir un premier aperçu de ce titre, l'anime est disponible sur Crunchyroll. Seconde licence yuri qui sortira cette fois-ci en mars, toujours chez Taifu Comics, c'est Plongée dans la nuit. Ici on est sur un titre qui a l'air en tout cas plus soft que Netsuzo Trap, mais qui n'en a pas l'air moins intéressant. On est sur une lycéenne qui est pas très sociable, qui a en tout cas pas beaucoup d'amis et qui reste un petit peu isolée dans son coin. Et un jour elle va voir une de ses camarades en train de nager dans la piscine. Elle va trouver ça extrêmement beau et c'est ainsi que va un petit peu se jouer la rencontre entre ces deux jeunes filles, qui va probablement évoluer vers une relation. Et déjà les premières images qu'on a eues de Plongée dans la nuit nous font dire que ça va être un manga vraiment très beau, la couverture est superbe, les illustrations aussi, donc on a vraiment très hâte de découvrir ce titre yuri. On enchaîne avec une bonne nouvelle. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voter pour les Crunchyroll Anime Awards, mais il y a une catégorie cette année qui est la catégorie meilleur couple. Et parmi les 6 nominés de cette catégorie, on retrouve pas moins de 3 couples de même sexe, donc 50% de la catégorie qui représente des couples de même sexe. On y retrouve le couple phare de Given, évidemment, Uenoyama et Mafuyu. On y retrouve également le couple qui a beaucoup fait parler dans Saranzanmai, le couple de policiers qui est vraiment juste magnifique à tomber par terre, et on aura peut-être l'occasion d'en reparler dans ces news. Et le troisième couple qui là en a surpris plus d'un, pas nous évidemment, mais c'est Ymir et Historia de l'attaque des titans. Et oui, c'est un couple, réveillez-vous! On a parlé d'annonces yuri, il y en a évidemment aussi côté Boys Love. On a notamment retenu une qui nous fait extrêmement plaisir, c'est le retour de la mangaka Harada, qui notamment est connue en France pour Color Recipe ou Yatamomo, donc 2 excellents titres, et qui revient ici avec One Room Angel. Donc c'est un titre qui est sorti en mars 2019 au Japon, donc qui est assez récent et que nous on devrait avoir dans les prochains mois chez Boys Love IDP. One Room Angel, tout est à peu près dans le titre, c'est en fait la colocation entre un jeune homme et un ange. Et il faut savoir qu'une exposition au Japon est actuellement dédiée à la mangaka Harada, et on peut notamment y retrouver dans une des pièces de l'exposition la reconstitution de la chambre de One Room Angel. Au Japon, c'est également l'heure du bilan, puisqu'on a pu voir les 20 mangas Boys Love les plus recommandés parmi les sorties de 2019, et recommandés évidemment par les fans de Boys Love japonais. Donc dans ce top Boys Love, on retrouve évidemment les mangas, les séries phares telles que Given ou Twittering Birds Never Fly, mais on a aussi des mangas qu'on n'a pas encore en France. Et donc on parlait tout à l'heure du couple de Saranzanmai, donc Reo et Mabu. Et bien il faut savoir que un one-shot a été dédié à ce couple-là, et en plus un one-shot qui est signé par le créateur de la série Saranzanmai, et qui est sorti donc en 2019 au Japon avant l'anime, et qui se retrouve dans ce top, qui est le 6e manga Boys Love le plus recommandé au Japon. Ils ont aussi sorti une pièce de Saranzanmai, t'as vu les visuels? Oui, exact. J'étais comme, mais
Ils sont à fond dessus alors que personne le regarde en France, ça m'a trop Ouais, désespéré. c'est passé tellement inaperçu. C'est trop bien Sarah Zanmai. C'est clair. J'ai vu aucun goodies dessus à Japan Expo, tu vois, genre typiquement j'étais là, mais genre, bon. Le public français. Mais c'est comme dans le top, ils recommandent de ouf, dans le top dont t'as parlé là, Blue Morning. Ouais. Personne lit ça en France, ça me tue. Mais toi-même tu l'aimes pas ce titre, mais il est trop bien. Et donc parmi ce top, on retrouve notamment en 3ème position, eh bien, One Room Angel, dont je viens de vous parler. Donc comme quoi nos chers éditeurs français ont du goût. Pas comme toi. Est-ce que vous connaissez Love Stage? Il y a des chances puisque en France on a déjà eu le manga et l'animé chez Crunchyroll, le manga chez Taifu Comics. Et aujourd'hui on apprend qu'en 2020, courant 2020, il va y avoir un film live. Et dans ce film live, on retrouvera notamment le chanteur Daigo, qui n'est autre que le frère d'une des autrices de ce manga, du manga Love Stage. Alors à titre personnel, je trouve que généralement les films live Boys Love sont assez ratés, techniquement il faut le dire, et malheureusement les bandes annonces disponibles jusque là continuent à me faire penser ça, mais bon, ça continue à faire vivre cette licence assez rigolote, et si vous voulez patienter en attendant donc ce film live qui va sortir dans les prochains mois, vous pouvez toujours lire le manga chez Taifu Comics ou regarder l'animé sur Crunchyroll. Mais du coup genre, est-ce qu'ils vont tourner des scènes de cul dedans ou pas? Je pense pas. Vu que le climax romantique du truc, c'est quand ils s'embrassent et qu'ils s'embrassent, genre il se passe rien quoi, ils sont littéralement bouche contre bouche. Ils devraient faire ça carrément, les yeux ouverts fixes, genre. Non mais t'es là, mais c'est pas un bisou ça, mais il se passe rien quoi, c'est horrible. Ouvrez la bouche et dites ah. Et on termine ces premières news de 2020 avec l'annonce d'une licence qui n'est pas à proprement dire Boys Love, mais qui met en tout cas en scène des homosexuels. C'est un manga gay qui est sorti chez Akata. Alors en fait, ils vont sortir les chapitres un par un, il y a 8 chapitres. Donc ce sera plutôt un one-shot et ils vont les sortir dans un premier temps dans une version digitale en français et, chose inédite, ils vont également proposer une traduction en anglais. Donc ce manga c'est Mes yeux rivés sur toi, c'est la traduction française et c'est signé par Kuro Nohara qui est un peu un des grands artistes de manga gay au Japon, aux côtés notamment de Gengoro Tagame. En bref, l'histoire est assez simple, c'est deux lycéens qui vont se retrouver après avoir été séparés en fait au primaire et qui vont petit à petit se rendre compte des sentiments qu'ils ont l'un pour l'autre. Donc c'est une romance qui a l'air assez mignonne dans un coin assez reculé du Japon. Donc à voir si ça va évoquer un petit peu l'homophobie qu'il peut y avoir. Mais en tout cas, voilà, c'est un titre un peu dans la lignée des mangas tout public de Gengoro Tagame, avec un trait très rond et assez simple, beaucoup plus simple que Gengoro Tagame, mais qui est très plaisant. Et surtout ça fait du bien de voir des personnages un peu loin des stéréotypes de la beauté qu'on peut avoir dans les Boys Love. Merci Nico, grâce à toi, nous sommes parés, nous sommes sur le pied de guerre pour entamer cette année 2020 riche en Boys Love. Cette émission s'achève, merci à vous d'avoir suivi, n'hésitez pas à commenter, partager et à nous suivre sur Twitter, Instagram, etc. En fait, il n'y a que Twitter et Instagram, mais ce n'est pas grave. Suivez-moi sur Twitter, Instagram et n'oublie pas de dire à ta mère de nous suivre sur Facebook. Partage nos vidéos sur MySpace et envoie-les à tes amis sur MSN. N'oublie pas à la partager à tes collègues sur LinkedIn. Pour cette émission, j'étais accompagnée de Nico. Que vous retrouvez dans le Coyote Mag qui sort en ce tout début de mois de février et également toujours sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram principalement, @yaoicast. C'était parfaitement timé. Oui, est-ce que tu veux la refaire ou Merci pas? Pamela. Vous pouvez me retrouver pour ma part sur mes réseaux sociaux habituels, Twitter, Instagram et YouTube évidemment. Abonnez-vous car dans peu de temps je sortirai mon traditionnel, maintenant je le fais depuis 2016 ou 2017, top 10 de mes titres yaoi préférés cette année. Je ferai deux tops, un top pour les BL traduits donc et un top pour les titres indépendants. Donc vous aurez encore plus de recommandations, ça va être génial et ça sortira sans doute peu après cette émission. Merci à Radek et Silan pour avoir mis à notre disposition local et matériel. Merci à Rutil qui hélas n'a pas pu être là mais nous a tout de même enchanté avec ses chroniques. Et puis bien, bonne année à tous, une année riche en yaoi, riche en BL et on se retrouve le mois prochain si tout va bien. Yeah
Non mais c'est clair. D'un côté, genre, les gamines qui chippent du Marvel, c'est super chou, mais genre, Mais y'a rien dedans. y a rien de gay, c'est tout dans leur cerveau quoi. Mais on est d'accord, hein, franchement. Je pense que le fandom a suivi en 2010. Maintenant, ce serait bien qu'en 2020, ça soit les productions qui suivent les fandoms, tu vois. Ouais, c'est mais, ça, arrêtez de nous faire oh là là, va y avoir un personnage gay dans Star Wars en arrière-plan qui aura un coup de 2 secondes. Ouais, grave. Ah oui, putain. Ah, mais quand je Cela les ai, dit, quand je les ai que- vus à la fin, j'étais là, ah bon, c'est mieux que rien. Ah moi je trouve que c'est pire que rien, je trouve que c'est Ah tellement ouais un petit glavio quoi en mode tu voulais du gay. Bah, alors, moi je me mets à la place des gens qui vont le voir en famille et tout, bah je me dis que c'est bien que les gosses ils voient dans un film mainstream. Mais il le voit Qu'il y pas, a tu deux le vois, meufs. tu le vois quand t'as envie de le voir, tu vois, je sais Bah, pas. je sais pas. Non, Mais mais... j'ai pas vu le film, elles se roulent une pelle ou juste elles sont debout à côté, genre. non, Elles elle se roule une pelle. Ah, d'accord. Elles s'embrassent en arrière-plan et il n'y a pas trop de build-up sur elles, enfin, je crois qu'on les voit vite fait de temps en temps et qu'il y en a qui- On les voit séparément, mais en couple on les voit que effectivement à la C'est fin. qui, c'est la fille à Carrie Fisher ou. Non, c'est une commandante. Ouais, elle est nommée mais tu la vois pas. Non, oui, c'est clairement pas un Ah, la personnage vieille. Je vais Même pas. couper, vieille.